La traque mortelle n'est pas l'aube du combat entre Gojo et Sukuna, mais surtout l'arène d'un marionnettiste qui tire les ficelles de son plan, l'exorciste qui a traversé les âges. J'ai nommé Kenjaku. Et entre rappel de son réel plan, évocation de son passé, de son réel but, pourquoi pas même possible malédiction d'Azenoki, et bien sûr Takaba, bah on a énormément de choses dont il faut parler. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 239 de Jujutsu Kaisen, survivant idiot. Et quoi qu'on en dise, idiot ou non, Takaba est toujours en vie. Mais plus que ça, ce chapitre nous montre un changement de point de vue alors qu'on était sur le combat Sukuna, Yuji, Iguruma qui promettait pour les patates que Sukuna allait se prendre. Bah, on est sur Kenjaku. Oui, c'est triste dans un certain sens, on n'est pas en train de voir Makora qui est en pleine étude de droit pour devenir le meilleur des avocats face à Igoroma, mais on y reviendra sûrement alors que Gege Akutami fait la cover du Jump Giga et même du Shonen Jump la semaine prochaine. Et donc, moment parfait pour nous montrer une cover de Sukuna juste resplendissante et même pourquoi pas de son passé. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker ma théorie sur l'âme qui montre que Yuji pourrait réellement faire la différence. Voilà, c'est tout chaud, c'est une exclusivité de la chaîne, vous avez jamais entendu cette théorie ailleurs. Mais même si on change de point de vue, au moins on en revient à l'essence même de la traque mortelle. Un Kenjaku qui est en train de mortellement traquer les gens. Et je vous invite d'ores et déjà, même si cette introduction a duré bien trop longtemps, à liker ou disliker cette vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour des théories et autres. Et chaque semaine, on parle des chapitres de Jujutsu Kaisen jusqu'à la fin. Et commençons tout de suite par parler de la fille Random et de son point de vue de Random. Puisque je trouve ça très intéressant de la part de Gege Akutami de nous donner le point de vue d'un participant de la traque mortelle qui ne fait pas partie du groupe qu'on suit, du groupe qui a énormément d'informations et qui juste en fait est en train de vivre réellement cette traque et qu'on nous mette dans cet état d'esprit. Puisque dès le début du chapitre, on se retrouve à Iwate, au lac Gosho, un endroit totalement différent et personnellement, moi ça me donne envie de découvrir le Japon quand je vois des zones représentées de cette manière. Donc dans Jujutsu Kaisen, même le métro de Shibuya, mais ça me donne tellement envie d'aller me balader là-bas. Enfin bref, je vous reprécise ça car ça risque d'être important dans la suite qu'on ait un grand lac. Donc on peut s'attendre à l'utilisation de l'eau qui se trouve à l'intérieur, parce que je vous rappelle que Jujutsu Kaisen, ça tire toujours profit de son environnement pour les combats, et c'est ça qui les rend magnifiques, se battre dans des toilettes ou autre. Enfin bref, avec ce début de chapitre, on aborde directement le point de vue de cette princesse avec les cheveux bouclés, elle se bat directement, on rentre directement dans le vif du sujet, et c'est ça qui est plaisant avec Gege Akutami, on perd pas de temps, le rythme est toujours agréable à suivre, même parfois trop rapide bien sûr, mais on s'ennuie rarement, ça il faut le reconnaître. D'ailleurs, le design de cette fille, c'est un design que Gege Akutami avait travaillé pour possiblement un autre manga avant Jujutsu Kaisen. Voilà, c'est la petite info qui a été lâchée dans le Jump cette semaine, mais c'est toujours bon à prendre. Et donc elle se pose des questions quant à Kenjaku, pourquoi il rentre dans le jeu, pourquoi il est en train de tuer des personnes, est-ce qu'il est en train de vriller car la traque mortelle ne suit pas donc l'ordre qu'elle devrait suivre? Puisqu'elle a vu, elle, de son point de vue extérieur, des règles être mises, elle se dit que c'est sûrement des gens qui ne veulent pas tuer plus que nécessaire, des nouveaux exorcistes, et c'est vrai que, si on connaît pas tout le plan pour récupérer Tsumiki, même si ça n'a pas du tout marché, bah en soi, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Et c'est pour ça qu'elle se demande si le jeu n'est pas trop lent pour Kenjaku, et c'est pour ça qu'il aurait lâché des militaires pour pousser les personnes à s'entretuer avec des êtres humains qui viendraient canarder juste partout. Mais bon, nous, on sait très bien que cette intervention de l'armée, elle aura surtout servi à stimuler l'énergie occulte, donc née des émotions négatives, alors que des soldats, des êtres humains se retrouvent confrontés à des fléaux et à des mecs juste hyper flippants. Mais bon, pour cette femme, Kenjaku est allée trop loin, il a permis donc aux personnes de revenir à la vie, tout ça pour se faire tuer une nouvelle fois, elle ne comprend absolument rien, et ça, c'est juste génial d'avoir son point de vue. Parce que la réponse de Kenjaku, elle sera toute simple en fait. Pour lui, ce ne sont que des ingrédients, un peu de sel, un peu de poivre, je sais pas, donc qu'il l'utilise. Et c'est vrai que c'est pas si bête que ça, que entre sa considération de scientifique fou qui s'en fout un petit peu des vies humaines et un cuisinier moléculaire, science,
bah c'est vrai que ça colle assez. Bref, cette femme dont on ne connaît pas le nom et c'est juste terrible, bah de toute façon va se faire tuer alors qu'elle va se faire asphyxier par un fléau méduse. Et bien sûr qu'elle va tenter de résister avec ses cheveux bouclés dont vont sortir une sorte de toupie perçante, mais qui va faire aucun dégât à Kenjaku qui va esquiver et puis juste piche-tête sur elle et ça y est, c'est finito. Mais voilà, on aurait eu au moins le point de vue d'un personnage qui ne connaît rien de la traque mortelle, des réels plans de Kenjaku. Mais c'est justement là que ça va devenir extrêmement intéressant puisqu'on va apprendre que Kenjaku contrôle tout et surtout peut-être des indices sur son passé. Et c'est vrai qu'il faut vraiment que je bosse donc entre ce passé commun entre Sukuna, Kenjaku et même Tengen. Mais bref, dans un premier temps, on apprendra que Kenjaku trace tout le monde. Puisqu'alors qu'elle va demander à Kenjaku comment il l'a fait pour la débusquer, il va expliquer que tout simplement, en ayant créé les reliques dont ils sont issus et même marqués par un sceau comme on a vu sur Tsumiki, donc les personnes qui ont servi d'hôtes pour l'incarnation, alors voilà, il a pu les suivre tout simplement. Et ça déjà c'est extrêmement intéressant parce que ça voudrait peut-être dire qu'il suit Yuji depuis bien longtemps et même qu'il aurait la trace du dernier doigt de Sukuna, qu'il saurait où il se trouve et peut-être même que c'est lui qui l'a en réalité. Une garantie de survie pour Sukuna au cas où il viendrait à mourir. Ouais, sait-on jamais. On apprend aussi qu'il n'y a plus de comptage de points de la part de Kogane, ça c'est intéressant. Est-ce que les points ils sont encore viables? Est-ce qu'on peut encore rajouter des règles alors que la traque mortelle touche à sa fin? Et je vous arrête juste une minute parce que cette page est encore une fois juste magnifique par sa composition. C'est ça qui est fort avec Gege Akutami. On voit 3 fois Kenjaku sur cette page, mais à chaque fois avec 3 échelles différentes, de différentes tailles. Gege Akutami qui joue aussi sur la taille des cases qui rend juste une image globalement avec une composition hyper efficace. Franchement, c'est juste une page d'explication, mais purée, qu'est-ce que c'est bon. Voilà, c'est ça le talent de Gege Akutami. Peut-être pas dans le dessin détaillé, mais pour la composition, la manière dont il organise ses éléments dans l'espace de la feuille, bah il est là, il est fort. Et alors que Azenoki va arriver, va faire remarquer à Kenjaku qu'il est en train de parler tout seul, et il est en train de parler à une personne morte, bah voilà, en fait, tout simplement, sa personnalité va se révéler. Il parle juste beaucoup trop. Et je vous rappellerai que même tout ce qu'il dit peut être un mensonge, que ce soit même avec Yuji, que parfois il l'encourage, même via ses amis, il dit merci d'être resté avec mon fils, puis la seconde d'après, il dit qu'il n'a plus aucun intérêt pour lui à Shozo, ça c'est très mystérieux. Et il dira à Azenoki ironiquement qu'il manque d'amis, et en réalité c'est super intéressant, puisqu'il va dire que pour être son ami, il faut premièrement donc ne pas l'ennuyer et aussi être son égal. Il a beau rigoler, la seule personne qui pourrait rentrer dans cette définition est bien évidemment le grand Ryomen Sukuna. Mais bref, Azenoki s'en fout car il a déjà trop d'amis aux cheveux longs, sûrement qu'il est en train de parler de Regi, celui qui avait maudit Megumi, et on parlera de malédiction dans cette vidéo. Et c'est là qu'on va assister à une scène juste surréaliste, alors qu'ils sont en théorie en plein combat, enfin ils allaient partir quand même sur un combat à mort, il va s'arrêter juste 2 secondes et tout le monde va s'arrêter 2 secondes pour regarder sur son portable le combat de Gojo vs Sukuna. Parce que certes, c'est un moment historique pour nous, même dans le monde réel, voir toute la hype autour de ce combat juste énorme, mais même pour le monde de Jujutsu Kaisen, c'est encore pire. Et c'est juste génial de voir que même s'il faut s'entretuer, bah on s'arrête 2 secondes. Quand même, il y a Gojo Sukuna, le fameux stream en 4K de Mei Mei pour se faire de la thune. Quoi qu'il en soit, c'est dans le genre de moment qu'on voit que Gege Akutami est taquin, il aime jouer avec nous, il aime jouer avec nos nerfs, puisqu'il nous montrera, encore une fois, l'image qui a énervé toute la commu sans aucune explication, le corps coupé en deux. Et on verra juste un Kenjaku avec un sourire se dire « Waouh, quelle expression !» Bon, on sait pas si c'est le ghetto qui voit son meilleur ami et qui donc se dit que « Ouais, Gojo, il est beau, tu connais leur histoire d'amour un petit peu bizarre. » Mais je pense en réalité que c'est plus Kenjaku qui se dit justement que Sukuna a l'air heureux après ce combat, ce qui pourrait indiquer et renforcer le possible lien d'amitié entre les deux. Croyez-moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là. On est en train de nous teaser petit à petit le flashback de Sukuna, et ça se sent par ce genre de mini-indices. Et sait-on jamais? Donc Gojo est sorti de sa prison, il ne pouvait pas tout de suite affronter Sukuna car il avait quelque chose à faire, sûrement dû à un serment entre les deux. Donc peut-être que Kenjaku avait promis à Sukuna de réels combats, quelque chose qui pourrait réellement le distraire, parce que déjà Kenjaku c'est ce qu'il cherche, donc
à être distrait et en plus, étrangement, il a quand même ramené Sukuna alors que le possesseur du 6e œil et de l'infini était là. Donc c'est quand même un petit peu gros. Après, personnellement, je trouve ça assez étrange de la part de Kenjaku. Normalement, il était plus ou moins ennemi avec le clan Gojo, donc voir ce qu'il s'est passé, ça devrait un petit peu plus le réjouir que ça. Mais bon, sait-on jamais. Bref, Azenuki le dit bien, après Sukuna, la seconde cible est bien entendu Kenjaku et il l'attendait pour peut-être avoir de l'aide. Et déjà, franchement, je trouve ça juste génial qu'ils sont en train de parler de ça alors que quand même, ils veulent s'entretuer, tu vois. Sauf que Kenjaku a prévu le coup avec des fléaux de surveillance tout autour des barrières et même une surveillance en temps réel de l'énergie occulte au sein de chacune des barrières. Et bien sûr, ça fait que si Yuta bouge, il sera directement repéré vu que c'est peut-être le personnage avec le plus d'énergie occulte, hormis Sukuna, bien entendu. Tout ça pour dire qu'il ne se laissera pas surprendre par le groupe du lycée, mais bien entendu, quand on t'explique un plan, quand on t'explique toutes les mesures pour faire attention à quelque chose, genre ce coffre est impossible à ouvrir dans un film, bah, tu sais que d'une certaine manière, ils vont trouver un moyen de l'ouvrir. Même lui en est conscient avec Maki qui a la même restriction innée que Toji, qui peut donc passer à travers les barrières, ne pas se faire repérer et qu'il nomme comme éveillé, ça c'est très intéressant. Il faudra qu'on en reparle en fait des éveils dans une vidéo dédiée à ça et même on a 8-8 dont le sort pourrait permettre de se téléporter et ça explique pourquoi donc Mei Mei s'était retrouvée en Malaisie lors de l'incident de Shibuya alors qu'elle était en plein dedans. Bref, et avant de parler de la suite, il faut qu'on s'arrête quelques secondes sur le personnage de Yuta Okkotsu. Oui, un de mes personnages préférés qui est juste incroyable et qui est tellement bien mis en valeur. Franchement, voir le duo Maki et Yuta se battre face à Kenjaku, c'est juste un rêve. Et là, Kenjaku aura bien dit que Yuta est le numéro 2. Donc, après Gojo, ce qui est très intéressant parce qu'il y avait ce débat Akari-Yuta. Bon, même si Yuta avait dit que Akari pouvait être plus fort que lui s'il était chaud, bah Kenjaku a plus d'informations normalement. Il a lu les dossiers de tout le monde et d'ailleurs c'est pour ça qu'il avait fait remarquer qu'il n'y avait aucune information sur le personnage de Yuki. Donc oui, au final, tout ça pour dire que Yuta se sous-estime, mais je pense que la commu aussi le sous-estime un petit peu. Croyez-moi, il va casser des bouches. Enfin, espérons qu'il les casse plutôt qu'il les embrasse comme les fléaux, parce que ça devient vraiment très bizarre. Donc venons-en à un gros sujet, Azenuki et sa possible malédiction qui pourrait tuer Kenjaku. Et donc pour Kenjaku, c'est clair, même s'il se bat, il ne survivra pas jusqu'à ce que quelqu'un d'autre arrive. Et c'est là qu'on va avoir le droit à une double passe juste magnifique et qui nous montre encore une fois la puissance du sort de Geto, avec une armée de fléaux qui va juste foncer sur lui. Vraiment monstrueux, vraiment digne donc d'un classe S et voilà, cette horde qui va foncer sur lui, bah, il pourra s'en sortir juste en lançant une partie de son corps qui explose, je vous le rappelle. Une dent qui va juste faire une énorme explosion et c'est vrai que dans un sens déjà c'est dégueulasse, mais dans un autre sens, s'il peut faire exploser des parties de son corps, on aurait pu se retrouver comme dans One Piece où il lance ses crottes de nez, ça aurait été marrant, mais là en enlevant une partie de son corps, vu que tout dans Jujutsu Kaisen marche avec des sortes de contreparties, bon, on peut imaginer que oui, la douleur est grande, mais donc le résultat est grand lui aussi vu qu'il va quand même envoyer voler toute une forêt. Il y avait vraiment que Takaba pour survivre face à un ennemi comme ça. Enfin en tout cas en se prenant ce genre d'attaque et vu que Kenjaku sait qu'il maîtrise le sort d'inversion, bah, il a tout prévu. Des fléaux qui vont juste l'arrêter au niveau de son cou. Étant donné qu'on va encore une fois avoir l'explication du sort d'inversion qui sort donc de la tête, du cerveau et ça c'est très intéressant et peut-être qu'on va trop loin et c'est ça qui me fume avec la commu parce que j'ai vu des gens dire oui mais ça veut dire que là on est en fait en train de reparler de Gojo, oui il va revenir, sa tête est encore là. Ça me tue, il n'y aura jamais de deuil. Donc Azenuki va demander le plan de Kenjaku et ça bien sûr on le connaît déjà, mais assez drôle, Kenjaku se souvenait déjà l'avoir dit et ne se souvient même plus à qui il en avait parlé, comme quoi en fait il s'en fout littéralement de la personne à qui il parle, mais surtout aussi que peut-être après des milliers d'années de vie, peut-être que ça aurait affecté sa psyché. Bref, on le sait, il veut mettre fin à
à la traque mortelle, crée sa créature ultime, mais il a pour condition pour mettre fin à la traque de tuer absolument tout le monde, hormis lui et Sukuna, et ensuite les Japonais pourront tous fusionner avec la barrière de Tengen pour créer cette créature. Et donc pour lui, c'est très important à saisir, la vie n'a que pour but donc de découvrir de l'intérêt, voir et découvrir si quelque chose est réellement intriguant, vivre une expérience. Bonne ou mauvaise d'ailleurs, mais je le comprends dans un certain sens parce que oui, peut-être que je suis un peu zinzin, mais quand on me dit par exemple qu'un film est mauvais, bah, j'ai envie de le voir. Parce qu'on m'a dit qu'il était mauvais. En fait, on me dit qu'il est bien ou on me dit qu'il est mauvais. Dans tous les cas, j'ai envie de le voir. Parce que j'ai juste envie de voir pourquoi. Mais c'est une vision que tout le monde ne comprend pas, que Azenoki ne comprend pas. Et c'est vrai, Kenjaku, il implique donc énormément de morts juste pour stimuler son intérêt. Et c'est pour ça qu'il lui dira avant de mourir de regarder sa propre mère de tous les matins. Bon, c'est vrai que c'est pas très poétique, mais en soi, ce qui est fou, c'est que dans Jujutsu Kaisen, et on aura eu l'exemple même par son ami Regi qui voulait que Megumi meure comme un clown, les dernières paroles peuvent se révéler être une malédiction. Ça peut totalement leur retomber dessus, et alors qu'il lui disait de regarder donc sa propre défécation, alors on peut se dire que c'est donc de ne pas impliquer les autres, qu'il se concentre sur ses propres affaires, et en soi ses propres affaires, ça veut peut-être dire que ce serait Yuji, Shozo ou ces autres créatures qui termineraient par provoquer de l'intérêt en lui, et sait-on jamais même provoquer sa perte à la manière de quelqu'un qui se brûlerait les ailes en s'approchant trop près du soleil. Quoi qu'il en soit, terminons par parler du gros sujet, Takaba qui va arriver, et deux théories sur le fait qu'en réalité, même s'il semble imbattable, il y aurait des moyens de le battre. Parce que déjà, c'est juste génial, il dénote tellement avec le ton du manga. Kenjaku qui va juste le regarder de loin, se demander si c'est Wii qui l'a téléporté, pourquoi il n'y a pas de corbeaux de Mei Mei qui sont en train de le surveiller, est-ce qu'il est venu seul? Ça n'a absolument aucun sens. Et le pire, c'est qu'il arrive comme ça, vraiment comme un golemon tout au fond, c'est juste génial, il m'a vraiment tué. Vraiment, ça n'a absolument aucun sens, en plus, il pense être arrivé à Hakodate, il est content. Et en fait, il est même pas là, c'est Kenjaku qui va lui dire « Non, t'es à Iwate, gros !» Et ça le tue. Et bien entendu, Kenjaku va directement tenter de l'éliminer. Il n'a aucun intérêt pour lui. Même pour tous les exorcistes qui viendraient de s'éveiller, d'éveiller leur technique occulte. Sauf pour Higuruma, ça c'est un cas particulier. C'est vrai que Higuruma, oh là là, ça va être incroyable. Et je vous rappelle que Gege Akutami avait récemment appelé un avocat pour qu'il soit consultant afin d'écrire quelque chose. Donc sûrement pour Higuruma. Une grosse action possible dans le procès face à Sukuna. Donc les autres exorcistes n'étaient là que pour remplir la traque mortelle et Iwaze Takaba n'intéressait pas Kenjaku. Sauf que les cases d'après sont juste folles. Un Takaba qui aurait dû mourir, qui ressort et qui fait « Ouais, je vais t'envoyer en prison, ça se fait pas ce que tu m'as fait !» Et le ghetto qui fait une tête, enfin le Kenjaku, c'est complètement fou. Et oui, One Piece n'a qu'à bien se tenir avec son Gear 5, nous avons Takaba. Les mangakas se battent pour faire les gags visuels les plus fous. Et c'est là d'ailleurs que ça va devenir extrêmement intéressant, puisque Kenjaku va le dire, ce n'est pas que sa capacité n'a pas touché, n'a pas marché, mais que ça a été forcé de ne pas marcher. Quelque chose qui n'a en réalité aucun sens. Comme s'il créait une autre réalité et en même temps tordre la réalité peut-être. Est-ce que c'est si fou que ça alors qu'on a un Sukuna qui peut découper l'univers? Donc déjà, premièrement, pour contrer cet incroyable pouvoir de la part de Takaba qui, je vous le rappelle, est aussi puissant car il ne connaît même pas donc l'existence de sa technique, juste tout ce qu'il trouve drôle. Donc existe. Voilà, ça arrive. Déjà, Kenjaku, pour contrer ça, il pourrait influer sur la réalité, l'existence elle-même. Oui, bien sûr, si ce pouvoir tord la réalité, entre guillemets, on n'est plus à ça près. Ou deuxième possibilité, et je pense qu'on partirait plus sur ça parce que ce serait vraiment intéressant, même à raconter visuellement dans un manga, ce serait de partir sur un combat comme celui de Grimy vs Araki d'Amblitz. Si tout ce que trouve drôle Takaba, donc, devient réel, il suffirait aussi que Takaba ne trouve plus rien de drôle à la situation, provoquer réellement de l'effroi à Takaba. Et alors que Gege Akutami aime les choses sordides, aime montrer que son histoire, parfois c'est réellement une histoire d'exorciste avec des morts, avec des gens qui s'arrachent la peau de la tête, enfin vraiment des trucs horribles, parfois des fléaux qui pêchent des êtres humains, bah oui, ça pourrait donner un chapitre juste légendaire, humour vs noirceur. Après, en vrai, on commence à le connaître, Kenjaku, il nous a sorti l'antigravité, donc ça m'étonnerait même pas qu'au bout d'un moment, il nous sorte un sort d'anti-humour. Je sais pas comment ça marcherait, mais...
Bref, et de toute manière, le chapitre se terminera sur une déclaration de Takaba, qui dira que la meilleure chose c'est quand un personnage secondaire, un nobody, vole la vedette. Kenjaku qui répondra « Ouais, c'est pas faux ». En soi, quand on se pose juste 2 minutes, c'est un combat qui promet d'être extrêmement intéressant. En réalité, Kenjaku vit pour découvrir, pour l'intérêt de la découverte, et là avec une capacité aussi étrange que celle de Takaba, il va devoir énormément réfléchir. Et les deux personnages se ressemblent assez dans un certain sens, alors qu'on te fait donc la comparaison avec la cuisine lors de ce début de chapitre avec Kenjaku qui est un scientifique, donc on peut ramener à un art, la cuisine, on a quelqu'un qui fait du stand-up, qui fait du comique, qui est aussi un artiste, et les meilleurs exorcistes sont juste des artistes aussi, ceux qui arrivent à peindre dans le vide des extensions de territoire comme Sukuna. Takaba et Kenjaku se ressemblent plus qu'on ne pourrait le croire en réalité. Et plus que ça, et le plus important, c'est que surtout Takaba veut amuser et Kenjaku veut, lui, être distrait. Les deux étaient faits pour se rencontrer. Mais bon, entre nous, on le sait très bien, la seule chose qu'on attend de Takaba, c'est juste qu'il fasse sortir Gojo Satoru de l'aéroport. Enfin bref, et globalement, le chapitre 239 de Jujutsu Kaisen est le rappel de la réelle fin, le réel but de la traque mortelle. Chacun mourra par la main de Kenjaku, ou de Sukuna pour ceux qui voudront s'emparer du titre de plus fort. Réel ami ou non, Kenjaku ne poursuit qu'un but, bien planifié pour créer sa créature ultime. Et alors qu'il est prêt à tout, pensant pouvoir parer toute éventualité, c'est du plus inoffensif des participants que vient la réelle menace, Iwase Takaba. Et il est temps pour lui de nous faire son numéro. My best friend!